Bonjour, il y a encore des gens qui s'installent, mais bienvenue à ce premier atelier de la deuxième année de Lettres attachées. Merci à toutes celles et ceux qui sont ici avec nous à la Maison de la littérature à Québec. Québec, ma ville natale. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Magnifique ville. Merci à toutes celles et ceux aussi qui nous regardent dans les 60 bibliothèques qui sont branchées aujourd'hui. On est en compagnie de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui s'appelle Michel Rabagliati. On peut l'applaudir. Alors, si vous trouvez que sa chemise est particulièrement bien boutonnée, c'est que ça a été une décision difficile, mais on y est arrivé. C'est magnifique. Michel, avant qu'on parle de toi, parlons de la Maison de la littérature. En ce moment, bon, on est dans la capitale nationale, Québec, qui inclut aussi la région de Charlevoix. 750 000 habitants, ou à peu près dans la grande région de Québec. 59 municipalités qui sont englobées dans tout ça. C'est, selon l'histoire, la plus vieille ville au Québec, 1608. Samuel de Champlain. T'en parles d'ailleurs dans Rosalie de ça. Oui, c'est vrai. Ben oui, la Fondation de Québec. Ben oui. Oui. Maison de littérature de Québec, donc on est dans le Vieux-Québec, pour celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous. Bibliothèque très spéciale, on est dans un ancien temple méthodiste qui s'appelait Wesley à l'époque. En 1944, l'Institut canadien a récupéré ça et en 2015, il y a eu plein de rénovations et c'est la Maison de la littérature qu'on connaît aujourd'hui. Il paraît qu'il y a un fantôme ici, Michel. Le fantôme Wesley. Avez-vous déjà entendu parler de ça, le fantôme de... Ouais, ben, vous allez peut-être le sentir, là. Vous allez sentir son spectre vous envelopper pendant la conversation avec Michel. Ayez pas peur, ce n'est qu'un petit fantôme méthodiste. Rien de bien dangereux. Michel Rabagliati, donc, BDiste, évidemment. Tu dis que tu es arrivé dans la BD sur le tard, quand même, dans ta vie. Oui. J'ai commencé à en faire en 98. Là, j'avais 38 ans déjà. Là. Puis c'est un peu sur le tard, quarantaine. Mais j'ai eu une carrière en graphisme, en illustration avant. C'est ça l'idée. Je voulais faire ça quand j'étais enfant. Ouais. Mais en fait, la vocation, je l'avais. J'avais vraiment l'idée d'en faire quand j'avais 9-10 ans. Je voulais faire ça. Je voulais travailler au journal Le Spirou. Je voulais aller travailler en France avec Franquin, etc. J'étais complètement dans les vapes. Là, puis c'est ça. J'en mangeais, j'en lisais beaucoup. Mais bon, un moment donné, il a fallu faire un choix de carrière. Puis bon, j'ai réalisé qu'au Québec, il ne se passait pas grand-chose au niveau édition là-dedans. Quand moi, j'ai commencé... En fait, l'année que j'ai commencé à en faire, le journal Crow a sorti aussi le magazine Crow, où il y avait de la BD, où il y avait des nouveaux auteurs de BD là-dedans. Jean-Paul Hydre et Al Godbout qui commençaient là-dedans. Puis moi, il était déjà trop tard. J'avais commencé mon cours en graphisme, puis j'ai oublié la bande dessinée pendant 20 ans après ça, jusqu'à temps de m'y remettre à 38 ans. Tu es revenu en rencontrant, entre autres, les deux éditrices fondateurs de la Pastèque. Oui. Puis à ce moment-là, ça t'a lancé. Oui, mais il y a aussi que la mouvance de la bande dessinée avait changé. Il est arrivé sur le marché des choses que je trouvais plus intéressantes que les hebdomadaires jeunesse comme Tintin, Spirou, Pilote. Là, il est arrivé, il est arrivé Mouse, puis des bandes dessinées comme ça, des BD pour adultes qui venaient du Canada anglais, de Drawn Quarterly, Seth, Chester Brown, des affaires-là, l'association. On commençait à voir des gros livres pour les adultes sortir sur le marché. On n'était plus dans la tendance hebdomadaire, une page à la semaine, mais il y a des auteurs maintenant qui travaillaient comme des romanciers à faire des gros livres finaux, le one-shot deal de 100, 200, 300 planches. Ça m'a beaucoup intéressé. Et ça a permis de lancer toute cette série de livres qui est pas là. Vous allez voir, je vais poser quelques questions pendant à peu près une demi-heure à Michel Rabagliati, mais si vous en avez des questions, notez-les ou notez-les dans votre cerveau. Que vous soyez aussi dans une des bibliothèques qui nous regarde en ce moment, vous pouvez noter vos questions. On va les prendre. Jeanne, qui est avec nous ici, va prendre les questions sur le chat et on va pouvoir les poser à Michel Rabagliati. Ce sera donc un processus extrêmement démocratique. Je ne serai pas seul à poser les questions à Michel. Donc, bon, il y a cette série, Paul, que tout le monde connaît. Quelles sont tes inspirations quand vient le temps de créer une BD, particulièrement quand t'es venu cette idée de créer cette autofiction, on peut l'appeler comme ça, Paul? Oui. Au départ, c'est bien simple. J'en ai parlé souvent, mais quand j'ai commencé Paul, c'était comment dire, c'était pour meubler le temps. J'avais rien à faire entre deux commandes d'illustration parce que j'étais illustrateur. Moi, je travaillais pour les magazines L'Actualité, Clin d'œil, Coup de pouce, The Atlantic Monthly. J'avais plein de beaux clients aux États-Unis et au Canada. Là, j'avais beaucoup de jobs en illustration. Mais souvent, il y avait des temps morts entre deux commandes. Puis là, j'ai commencé à faire de la BD juste pour meubler ces temps morts-là parce que j'étais en atelier.
Si j'avais été chez nous, ça aurait été différent. Je pense que j'aurais pas commencé à faire de la BD si j'avais été à la maison, parce que j'aurais pu faire du tondre le gazon, faire des brassées de lavage. Mais dans un atelier Cuisiner des loué, tu sais, à potages. l'extérieur, ben, j'étais vraiment loin de chez nous. Fait que qu'est-ce que je fais quand j'ai rien à faire entre deux commandes d'illustration? Fait que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire Paul à la campagne, puis tranquillement, comme un tricot. Tu sais, comme je vois des femmes souvent dans le métro qui ont des tricots. C'est, oups, quand ils arrivent à leur station, ils mettent ça dans leur sacoche. Tu sais, c'est un foulard de 3 km, là, puis ils font ça à temps perdu. C'est comme ça que Paul à la campagne s'est fait. Ça s'est fait à temps perdu en 2 commandes d'illustration, sans la moindre idée de fréquenter, d'aller voir un éditeur avec ça. Je ne connaissais pas d'éditeur, je faisais ça pour le fun. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est une BD noir et blanc, peut-être pour me détendre de l'ordinateur, parce que tout ce que je faisais parallèlement à Paul, c'était du freehand, puis du Photoshop à l'ordinateur, beaucoup de souris, tout à l'ordinateur. Je faisais toutes mes illustrations à l'ordinateur. Puis quand j'ai commencé à faire de la BD, je me disais, ah non, ça c'est le contraire, je vais juste le faire à la main. Fait que au crayon de plomb, à l'encre, sur des cartons. Puis j'ai trouvé ça tellement zen et relax. J'ai beaucoup aimé ça. Mais je ne pensais pas faire une carrière de ça. C'est comme, il y a eu une rencontre avec mes éditeurs, il y a eu une rencontre avec les gens de la Pastèque qui, eux, commençaient leur maison d'édition en 99. Tout ça, ça s'est mis en place ensemble. Donc, moi, je suis leur premier auteur. Ils sont mon premier éditeur. Ces gars-là étaient libraires. Là. C'est 2 jeunes libraires à Montréal qui travaillaient comme ça. Dans une librairie de BD. Puis eux autres, ils partaient à leur maison d'édition. Mais tu sais, tu sais pas à qui tu as affaire. Est-ce qu'ils sont sérieux? C'est qui ces gars-là? Tu sais, il y en a un qui vient d'Amos, l'autre vient de Vaudreuil. Je sais pas c'est 2 qui. lieux très mal faits. On le sait. Puis, tu sais, il avait l'air sérieux parce qu'en fait, ils ont publié avant moi Spoutnik 1, ils ont fait leur premier ouvrage. C'est un collectif de bande dessinée qui était vraiment très bien fait. Ouais. Puis quand j'ai vu Spoutnik, j'ai dit, ah, c'est ça. On voit qu'on a affaire à des gars qui aiment le design graphique, par exemple. En BD, on voyait rarement ça. La BD, c'est souvent un graphisme un peu bancal, pas très beau, des explosions, des bulles, des phylactères. Eux autres, ils voulaient rien savoir de tout cet univers-là. Le bing, bang, boom, les grosses couleurs. Il voulait vraiment avoir un design graphique intéressant, sobre, puis vraiment comme vraiment cool. C'est un truc que tu peux envoyer à des concours de design. Là. C'est exactement. Puis ils sont toujours restés dans la même vision. C'est un éditeur qui a vraiment une ligne éditrice. Là. La Pastèque, tu regardes leur livre, tu dis ah oui, ça c'est La Pastèque. Comme Drawn Quarterly, leur équivalent à Montréal, tu peux dire ah oui, ça c'est des livres de Drawn Quarterly. C'est ça la vision d'un éditeur. Donc, décision éditoriale, ligne éditoriale très, très claire. Oui. Tu en as parlé de cette idée de sobriété-là. Tu as parlé aussi de cette idée de travailler en noir et blanc. Bon, tu nous expliques pourquoi tu l'as fait. Maintenant, qu'est-ce qu'en rétrospective, ça apporte dans la façon dont on consomme la BD, dans la façon dont on reçoit les histoires que tu nous racontes, entre autres dans Paul? Ben moi, évidemment, je ne l'ai pas faire. Premièrement, faire de la BD couleur, c'est trop. Moi, je trouve ça trop laborieux et trop long. Ouais. J'ai rapidement. Moi, mes auteurs de BD ils travaillent tous en noir et blanc. Mes auteurs de BD préférés c'est presque tous des gens qui travaillent en noir et blanc. La couleur, ça m'intéresse pas tant que ça. J'aime mieux qu'ils me racontent des bonnes histoires longues, bien construites, touchantes. Là, tu parlais de Mouse. Mouse en est un bon exemple. On parle de Mouse qui est un peu la pierre angulaire de tout ça. Ouais. Avant Mouse, qu'est-ce qu'il y avait? Robert Crumb aux États-Unis qui travaillait peut-être dans la BD personnelle, mais les gens l'avaient peut-être moins remarqué parce qu'il n'est pas sympathique, Robert Crumb. c'est un homme assez désagréable. C'est un type assez désagréable. Ses personnages sont assez désagréables. Puis ça parle beaucoup de sexualité un petit peu rough, puis tout ça, puis de fantasmes de mâle. Correct, là, mais c'est pas un truc auquel tu t'attaches. Tandis que Mouse, avec Art Spiegelman, a construit une histoire avec son père. Il interviewe son père sur l'Holocauste et puis tous les camps de travail en Allemagne. Ça a été vraiment, ça a été une révolution. Donc, on peut dire que c'est lui le premier comme partie de ce type de bande dessinée-là, à forte pagination, avec une histoire sensible, aussi forte qu'un roman. Là. Je veux dire, ça accote un paquet de romans. Puis d'ailleurs, il a gagné le prix Pulitzer en 92 avec ça, ce qui a fait aussi qu'on a connu ce genre de bande dessinée-là. Beaucoup d'auteurs se sont tournés vers Art Spiegelman, les éditeurs aussi ont vu que là, il y avait quelque chose qui se passait en BD adulte. Ça a été tout le nouvel âge de la BD adulte a commencé avec Mouse, puis ça a donné naissance à des maisons d'édition comme l'Association, Rackham, Atrabile, etc., La Pastèque, Drawn Quarterly, etc. Des nouveaux éditeurs se sont tournés là-dessus, puis les auteurs aussi ont eu envie d'embarquer dans ces histoires longues-là. Donc, l'idée, c'est moins de temps sur les couleurs, plus de temps sur l'histoire? Ah oui, définitivement. Je trouve. Puis moi,
moi, en tout cas, je préfère faire une BD de 150 planches plutôt que de me limiter à 40 puis dire, OK, il faut que je passe un an à faire de la couleur, genre peinturer des chandails en rouge puis des jeans en bleu. Ça fait pas de meilleure histoire. Ben non. Ça fait pas de meilleure histoire. C'est quoi? Il y a des BD, je veux dire, à succès mondial. Les Peanuts, c'est la première. Les Peanuts de choses, c'est tellement dénudé. Il n'y a rien là-dedans. Un petit chien qui marche sur le bord du frame. Mais succès mondial. Ouais. Pourquoi? C'est pas tant parce qu'il y a pas de couleur là-dedans. C'est vraiment assez rough. Puis il l'a compris, Schultz aussi. Il l'a compris dans son système graphique. Il a dû se dire, genre, ben, si je veux en vivre, puis je veux comme ça, je veux finir ma planche dans une journée. Il va faire un strip par jour, puis après ça, on va aller jouer au hockey. Puis il avait tout à fait raison. Il s'est concentré sur l'histoire, l'univers narratif, puis c'était assez. Des succès comme ça, Mafalda, c'est pas si beau que ça. C'est comme, bon, il y a de la couleur, mais il y a d'autres BD aussi. Garfield, tout ça. C'est des systèmes graphiques qui sont assez simples, qui sont comme contrôlés par l'auteur. Le gars, il a arrêté son style. Il a dit, bon, OK, moi, j'arrête là. Les arbres vont être de même, les autos, les chiens, les enfants, je vais les faire comme ça. Puis on va rouler avec ce système graphique-là. Puis je vais tabler sur ce que j'ai à raconter. Puis moi, j'ai compris ça un peu dans Paul. Je me concentre sur le storytelling, ce que j'ai à raconter. Puis le dessin, ben, il a évolué. C'est sûr, de Paul à la campagne à Paul à la maison, c'est devenu plus beau, peut-être, là, mais c'est pas mon désir, ça, de tant faire beau en dessin. J'espère toujours toucher le lecteur avec mes histoires. C'est ça qui m'importe. Je suis plus content quand on me dit j'ai aimé l'histoire que j'ai aimé les dessins. Tu as parlé de, bon, entre autres, Mafalda, tu as parlé de Peanuts, on parle de Paul. Ce sont tous et toutes des personnages auxquels on s'attache. Des personnages qu'on Ouais, veut c'est suivre, vrai. qu'on veut apprendre à connaître, qu'on a l'impression de connaître. Quand on lit Paul, moi, je veux dire, on s'était jamais rencontrés, puis j'ai l'impression de déjà te connaître. Il y a plein de Ouais. détails de ta vie que je connais. Comment on fait pour s'attacher au personnage? Ou en fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache au personnage d'une BD? Qu'on prenne l'exemple de Paul, par exemple? Écoute, c'est vraiment le mystère dans la vie. Il y a quand même une partie mystérieuse là-dedans. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'attache au personnage. Ben, Paul, peut-être, j'ai toujours travaillé honnêtement. Moi, Ouais. l'idée de Paul, c'est de raconter des histoires vraies. C'est de l'autofiction, là, je le dis. C'est pas 100% autobiographique, mais il y a au moins 85% de matière vraie. Ça, comment dire, c'est ma moulée, là. C'est avec ça que je travaille. Ça me prend de la matière vraie. Donc, des vrais personnages. Quand il y a des personnages chez mon père, ma mère, ma sœur, il existe ces gens-là. Les noms sont changés. J'ai pris le parti de travailler avec ce système-là. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de vérité. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on s'attache à Paul? Je ne sais pas. Il y a aussi que, tu sais, c'est un Québécois, il est à Montréal. Tu sais, ça, c'est attachant. Moi, je suis un spectateur, un lecteur de récits plausibles. Fait que, Ouais. aussitôt que ça se passe, je suis bien plus intéressé par une histoire qui se passe à Montréal dans un appartement que sur la planète Mars dans une base spatiale. Ça m'endort tout de suite. Là, tu sais. Ou si tu as un pouvoir, si tu as une épée magique, là, ben, oublie ça. Là, tu sais, Ouais. là, tu viens de me perdre. Tu as une épée magique, ben, tu peux faire ce que tu veux. Fuck it, Ça demande là. d'accepter trop de codes. Ben, c'est ça. Ben là, tu peux faire disparaître du monde, faire apparaître des dinosaures. Ben là, tous tes scénarios Il y a eu sont le défi, possibles. ouais, c'est ça. C'est bien plate. J'aime bien mieux un bon film de Woody Allen qui se passe, les deux pieds sur le plancher des vaches. Là, je le suis. Là, tu sais, j'y crois. Tu sais. Mais c'est ça. Je suis pas très, je suis pas très aventure fantastique. Et puis ma fille, c'est le contraire. Elle est là-dedans. C'est justement quand elle lisait Rosalie, elle a fait comme il se passe rien. Tu sais, elle lit Lord of the Rings. Elle parle elfique, ma fille. Là, tu sais, fait que, elle est loin là-dedans. Justement, cette semaine, je lisais Rosalille. Puis, bon, tu fais de la BD, donc autofictionnelle, très personnelle, tu l'as dit, qui s'inspire de ta vie. Puis, il y a une citation que j'ai notée parce que je voulais te poser la question. Tu dis, est-ce que le contenu de la valise d'un créateur est limité ou ben donc il peut continuer à produire des œuvres toute sa vie? Question infinie, question à laquelle tu as trouvé réponse ou pas? Ouais, ben, qui trouve réponse à ça? Je dis, non, c'est une question que tu te poses quand tu es rendu à ton 10e album, tu es sur la plage à l'île verte, puis là, tu regardes au loin, tu te dis, bon, ben, j'ai encore des affaires à dire. Tu sais, c'est important, parce que surtout dans ce système-là, dans le système d'autofiction, j'en parle dans le livre, justement, je dis, j'ai pas fait de voyage, je suis pas comme Guy Delisle. Tu sais, Guy Delisle, que vous avez certainement lu, a fait le tour du monde, il est allé partout, tout ça. Moi, je dis, je suis même pas allé jusqu'au bout de la ligne verte. Je suis même pas allé au métro Radisson, tu sais. Bonjour Radisson, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il y a des gens Oui. de Radisson, pas la station de Mais métro. salut là, d'ailleurs, les gens en la région, ville. c'est bien le fun. On a l'air entre nous, là, mais c'est vraiment incroyable qu'il y a des gens de branchés là, dans les autres bibliothèques. Moi, je capote. C'est vraiment le fun. Au moins, la technologie, c'est cool pour ça. Ça nous a ramené là. Est-ce que tu es, je me doute de la réponse, mais d'abord intéressé par l'image ou le texte? Ce qui m'intéresse, Oui. le texte m'intéresse Ouais. plus. Oui, c'est là-dessus, c'est ça qui m'intéresse. Le dessin, pour moi, je me considère pas comme un auteur à dessin. Je trouve qu'en bande dessinée, il y a des auteurs à dessin puis il y a des Mhm. auteurs à texte. C'est un peu ça. Il y en a des auteurs qu'on achète parce qu'on sait qu'on va se régaler. Il y en a qui se donnent, là, tu sais, que c'est des gars qui ils travaillent là-dessus. Puis bon, par exemple, je sais pas moi, Régis, si on regarde Magasin général de Régis puis de Jean-Louis, tu sais, wow, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent pour au niveau dessin. C'est une bonne histoire, mais en plus, ils vargent sur le dessin, ils travaillent à deux. Ils ont François Lapierre comme coloriste extérieur. Fait que là, il y a des ombres propres, des ombres portées, des reflets, des vêtements qui bougent bien, tout ça. C'est un régal quand t'aimes la BD à dessin. Mais ça fait pas de meilleure histoire pour moi, ça. Mhm. Ça, bravo si vous pouvez faire ça. J'applaudis ça. Mais moi, j'ai comme arrêté un moment donné de m'en faire avec ça. Puis j'ai dit, bon, là, si je veux en faire, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais tendance à croire que je suis pas Rembrandt, je suis prof, je suis pas Franquin, je peux pas faire de BD. Puis c'est ça on va regarder aussi à soir avec cet après-midi avec l'atelier, c'est que on va pas tabler là-dessus. Le dessin. Moi, ça m'a rendu un peu dingue quand j'étais jeune parce que j'étais paralysé parce que je me disais, si je suis pas au moins la moitié de Franquin, je peux pas faire de la bosse. Mais c'est pas vrai. On peut y aller, avec un talent simple, puis ça va évoluer, le style va évoluer. Je pense toujours à Schultz, je pense toujours aux Peanuts. Ouais. Pour moi, c'est la base. Le gars, il est devenu comme tellement connu. Tout le monde était tellement attaché par ses personnages. Puis lui, un petit coup de crayon, bing, Snoopy, tu as envie de brailler. Ouais. Fait que c'est faisable avec un système graphique simple, puis il s'agit de l'établir à la hauteur de son talent et de sa patience aussi. C'est sûr que je pourrais peser plus puis passer bien plus de temps par case, mais maintenant, ça deviendrait la galère. C'est comme, voyons, c'est bien long, ça me tente pas, ça me tente pas de me lancer dans des aventures picturales aussi laborieuses. J'ai envie que mon histoire avance. Moi, c'est ça, je suis un conteur, j'aime ça quand ça rebond. Puis c'est possible de le faire avec des moyens rudimentaires graphiques, là, des moyens graphiques rudimentaires. Ça, j'y crois. Il y a des succès. L'Arabe du futur en ce moment qui cartonne au max. 6 tomes en France, c'est comme des tirages de malades. C'est comme ça n'est un exemple que Calvas, avec un petit style. Il a même simplifié son style par rapport à son style d'avant. C'est encore plus simple, mais c'est aussi bon. C'est aussi bon. Il a compris que, les gens comprennent. Ce qui est bien avec les lecteurs de BD, c'est que c'est eux qui remplissent les gaps, puis les trous. Les personnages, ils voient un schéma de bonhomme, mais ils se disent, ben, c'est le père du gars, puis il devait être à peu près de même. Puis ce que Riyad Satouf propose de son père, c'est un monsieur avec une boule de cheveux frisés noirs, un gros nez. Ça, c'est le code graphique pour son père. Puis tu dis, j'y crois, c'est son père. Puis son père. Mais tu sais bien que c'est un vrai humain. Mais lui, il a décidé de nous dire, il a fait comme une espèce de pictogramme d'un monsieur. Ça, c'est son père, ça, c'est sa mère, ça, c'est son frère. Tu embarques là-dedans, là, c'était cœur. Hein. Les humains, on est bien bons là-dedans pour. Ça ressemble à un spectacle de marionnettes. J'ai vu le spectacle de Robert Lepage la semaine passée, Courville, avec des marionnettes. Même affaire, la marionnette arrive sur le stage, fait que j'y crois. Ça prend une seconde. Puis tu vois bien qu'il y a un gars de 400 livres en arrière en train habillé en noir, qui le tient, même tu l'oublies complètement. C'est comme on oublie l'auteur de BD derrière le dessin. Dire, il nous met un bonhomme, OK, j'y crois. Même chose. La marionnette, là, ça prend une seconde, puis ça, on est game. Ouais. C'est ça, on est game parce qu'on a envie comment dire, de rêver, puis on a envie de se faire raconter une histoire. Fait qu'on fait, OK, c'est une marionnette, j'y crois. Raconte-moi ton histoire, puis je vais y croire avec des marionnettes. Fait qu'on peut y croire avec des bonhommes allumettes, Simonac. Il y a une relation de confiance, en fait, entre le créateur, la créatrice, puis la personne qui est à l'autre bout de la réception de cette œuvre d'art-là. Ouais. Si on fait confiance à la personne qui va lire ou qui va recevoir la pièce de théâtre, après ça, on peut c'est bien ça. s'autoriser beaucoup plus de choses. C'est bien ça. Puis on fait confiance aussi à la magie. Je veux dire, on a envie de se faire. On est ouvert. On n'a pas besoin que ce soit tout bien canné. Tu sais, un film, c'est ça. Un film, c'est que tu as la musique, tu as les costumes, tu as les effets, tu as la colorisation. Il y a bien du monde qui sont passés là-dessus. Mais c'est pas plus fort qu'un roman écrit en Times 12 points. C'est ça qui est capoté. Ça me fait capoter, ça. Il y a des films qui ont coûté 200 millions. Ben, Simonac, ça accote pas la
petite plaquette que tu achètes à 5$, juste écrit avec des lettres, avec 26 lettres. Un auteur peut faire voyager son spectateur, son lecteur, d'une façon incroyable. Ça, moi, ça me tue. C'est pour ça qu'on entend souvent « j'ai aimé le film ». Mais le livre est meilleur. Puis le livre, souvent, c'est de la typo aussi bol, c'est gros de main, puis ça coûte 10$. Non, c'est fabuleux. Je vais te poser une dernière question avant qu'on prenne des questions des gens qui sont un peu partout, parce qu'on t'écoute parler, puis on a l'impression que tu te lèves un matin, tu fais une coupe de dessin, tu mets ça, tu relis ça, puis tu nous offres ça, mais il y a quand même un travail laborieux derrière tout ça. Combien de temps ça prend créer une BD, puis combien d'étapes il y a derrière un Paul? Tu sais, on est dans des timelines qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais. C'est comme, tu sais, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans faire une bande. Les auteurs de BD travaillent à 75 cents de l'heure, là, ça c'est sûr. Puis moi, j'en fais partie. Là, tu sais, on ne compte pas notre temps. Tous mes amis qui font de la BD ne comptent pas leur temps. C'est assez incroyable, puis c'est assez beau de voir ça. C'est comme, ouais, je suis en train de travailler, ça fait 2 ans et demi que je suis là-dessus. C'est comme ça. Souvent, il y en a qui sont obligés de travailler ailleurs, mais si les gens ne comptent pas leur temps. Moi, j'ai une limite, c'est 2 ans. 2 ans, comme Paul à la maison, 2 ans. Rosalille, 2 ans. C'est à peu près ça. 2 ans, parce que tu as envie de m'amener. C'est qu'à un moment donné, au bout d'1 an et demi, tu fais comme ça va-tu finir? Là, parce que là, ça fait longtemps que tu es dans ton projet. Je parle de 2 ans quasiment temps plein. Là. C'est temps plein quasiment tous les jours sur la même affaire. Puis à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, tu as envie d'accoucher. C'est comme une femme, 9 mois. Là, tu ne veux pas dépasser ton 9 mois, tu en as marre. Là, Ouais. fait que tu veux que ça sorte, puis tu as envie peut-être de passer à autre chose, puis de voir aussi l'effet, voir si l'effet que tu as prévu, les pages que tu as préparées, les devices scénaristiques, les émotions que tu as réservées à ton lecteur, tu as hâte de voir si ça va marcher. Tu as hâte de voir. Puis ça, là, il y a un temps vraiment de stress incroyable. Là, tu transpires beaucoup. C'est quand là, ton livre sort, là, ça s'en va dans les librairies, puis là, tu attends. Là, il t'appartient plus, il appartient aux gens qui vont Il t'appartient plus, puis là, t'attends. Puis me les drink. Là, il y aurait genre Alexandre Vigneault qui veut te parler de la presse. OK. Là, ça commence à rentrer. Puis là, il y a des articles qui commencent à sortir. Puis là, ça sort plus vite sur le web. Puis là, tu regardes, des fois, il y a des avis qui sortent. Là, tu commences à avoir quelques avis positifs. Puis là, on commence à se détendre un peu. C'est toujours ça que j'aime. Moi, j'ai pas besoin de tant d'applaudissements que ça, mais j'ai besoin d'un peu de, tu sais, genre une pat on the shoulder. L'être humain a besoin d'une petite dose de validation. C'est ça. Là, tu regardes si l'auteur, si le journaliste a peut-être saisi. Ah oui, là, il a pigé là. OK, ça, il a aimé ça. Oui, c'est ça. Je souhaitais qu'il aime ça, etc. Fait que quand j'ai quelques validations comme ça de journalistes que j'estime, que je trouve important, la job est faite. Je suis prêt à passer à autre chose. Là, ça a été un énorme succès. Rosalille, tant mieux, mais c'est ça. Je vais passer à autre chose maintenant. Je vais passer à une autre chose. On va un autre processus de gestation, Ben 2 ans c'est avant con, d'accoucher c'est ça qui, là, on est en train de vivre la promotion, mais après ça, c'est comme, là, il y a un bouillon qui est en train de se faire en ce moment. Là, il y a du beurre dans le poêle, après ça, on va mettre des oignons, puis il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas sous quelle forme encore, mais j'aime ça le voir comme ça. J'aime voir mon travail pas comme une série, pas comme genre 43 albums à faire. C'est pas Paul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a même pas de numéro. Pour moi, chaque livre est un cube, un bloc de granit, puis ding, 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 ding. Je veux que ce soit. Je veux avancer dans mon art aussi. Je veux pas me répéter. Je veux pas faire revenir des personnages récurrents qui ont pogné, mettons, dans Ah, ça a pogné dans Paul un travail d'été. On va faire revenir la petite fille, ça va être payant. Non, je vois pas ça comme ça pantoute. Je vois ça comme vraiment comme un écrivain. J'ai-tu quelque chose à dire? Oui, je vais faire quelque chose. J'ai-tu quelque chose à dire? Non. Je fais rien. Je vais jouer du piano, mais non, je vais jouer de la guitare. Je vais faire autre chose. L'accordéon. Oui, l'accordéon. Avez-vous des questions ici dans la salle à la Maison de la littérature? Sinon, on a peut-être des questions aussi qui nous viennent du web, des interwebs. Interweb. Ici, avez-vous des questions? Oui. Oui, je voulais juste poser, juste que vous parliez un peu du moment où ce que vous regardez puis vous dites, hey, donc, j'ai une histoire. Ces moments-là, comment il vous vient? Puis, oui, c'est pas un moment où je vois pas une histoire complète quand je vois quand j'arrive quand je pars sur un nouveau livre, par exemple, c'est tout dans un petit calepin, c'est toutes des notes, c'est des notes sur une feuille. Je sais là en ce moment, je sais que j'ai un petit calepin orange. Là-dedans, il y a des idées. C'est des idées genre ceci, ça veut rien dire. C'est comme quand si je meurs d'une crise cardiaque sur la rue, puis là, la police ouvre le carnet, ils vont faire what the fuck, ça veut rien dire, il y a pas d'indice là-dedans, mais c'est juste des notes genre, ce gars-là,
cette telle situation, parler de ça, parler de ça. Puis j'ai des feuilles qui traînent à la maison aussi, sont sur ma table à dessin. C'est des trucs que je griffonne en passant, en sortant des toilettes. Là, je dis, ça serait peut-être le fun, ça. Ben, à un moment donné, je vais tout ramasser ça, puis mettre ça ensemble, puis regarder ce que j'ai là-dedans. Puis peut-être que je vais avoir une idée pour une histoire. Ça se fait drôlement, dans mon cas, là. Dans mon cas. Mais ça, c'est quelque chose à laisser vraiment. Je ne peux pas forcer ça. On ne peut pas forcer cette étape-là. C'est juste comme. Il faut laisser venir. Là, c'est comme laisser la poussière retomber. Les idées se déposent. Je ne sais pas comment, mais ça se dépose en nous. Je le sais quand je suis prête, par exemple. Ça va sonner. Ding, ding, ça sonne. La création en courte pointe, c'est dans plusieurs formats. Jeanne? Oui, donc une question de Châteauguay, Nancy de Châteauguay. Avez-vous été Salut, influencée Nancy de aussi... Châteauguay. Avez-vous été influencée aussi par des BDistes féminines? Ou moins. C'est intéressant. Ben, moi, c'est sûr que quand moi j'ai commencé en 98, il n'y avait pas tant de filles là-dedans qui en faisaient. Claire Bretéché, il faut dire qu'il faut l'appeler Bretéché, oui, certainement, parce que je la lisais dans le pilote. Mais franchement, Bretéché est restée presque la seule pendant un bon bout de temps à faire de la BD. En tout cas, en Europe. En tout cas, il y avait pas. Il y avait une autre des élos qui s'appelle Claire. Oh, j'ai oublié son nom. C'est ça. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr que c'est vraiment un boys club. Ça a été un boys club Il y en a de longtemps. plus en plus quand même Mais des ça, illustratrices, des là, ça a vraiment BDistes, changé là, féminines au depuis. Québec. Mais au Québec, ça a particulièrement Ouais. changé. C'est comme quand moi j'ai commencé après ça, c'est quelques années après, il y a eu Ziviane, Iris, Caton. Le boom, il y en a plein maintenant. C'est comme tout le monde est bienvenu. Bienvenue aux dames, comme ils disent. Non, mais tu sais, on peut. C'est vraiment. Les éditeurs sont comme. Ah ouais, venez-vous-en les filles. OK, j'ai Oui. une autre question. Une autre question. Une question de la bibliothèque Saul Bellow à la Chine. Pourquoi avoir choisi la BD plutôt que d'autres genres littéraires, le roman, la nouvelle? Et c'est de Souad Ourama. Ah, salutations à la Chine. Salutations, soit. Pourquoi la BD plutôt que le roman? Oh boy. La BD ou tout ça. Oui, ben, c'est sûr que c'est une histoire d'enfance. J'ai commencé à faire des dessins sur la table de salon. J'ai eu des encouragements de mes parents. Ils trouvaient ça cute. Ma grand-mère trouvait ça le fun. Fait que, tu sais, tu as des petites récompenses comme ça. Tu as des petites tapes sur l'épaule. Bravo, continue. Donc, oh, je suis pas pire en dessin finalement. Ta. Puis j'en faisais aussi. J'avais envie d'en faire, tout ça. Fait que je suis resté avec cette idée-là assez longtemps. Mais ça s'est transformé je me suis transformé en graphiste à cause de ça. Après ça, en illustrateur. J'ai toujours été un peu dans l'image, là. Fabriquer des images, j'ai de la facilité à faire ça. Je trouve que c'est un beau métier. J'aimais ça, faire de l'illustration pour les magazines aussi parce que c'était comment dire, j'avais pas à travailler en équipe, c'est des one-shot deals. On me commandait une page, c'était fini, je recevais un chèque. Pour moi, c'était une belle façon de gagner ma vie, puis qui me laissait aussi beaucoup de temps libre. Ta mère gravitait aussi dans Mon père l'univers était du typographe, graphique, ma ouais. sœur aussi typographe. On était dans le design, dans les arts graphiques à la maison, tout ça. Fait que le dessin était là. Fait que quand je me suis mis à... Évidemment, la BD, c'est comme... c'est naturel chez moi. C'est comme un art de raconter. C'est une façon de raconter qui est naturelle parce que je connaissais les codes, j'en ai lu beaucoup, j'ai compris beaucoup. Moi, je suis jamais allé à l'école en bande dessinée. J'ai juste regardé Tintin 2 millions de fois, tu sais. Fait que si tu regardes les 23 albums de Tintin, là, comme constamment, Mané, tu vas à l'école, tu viens de faire un cours d'université en BD, parce que le gars, il a tout fait, il a tout, Hergé a tout placé pour nous autres, il a placé les codes, les conventions. Moi, je marche avec beaucoup des codes d'Hergé. Je veux dire, dans les pôles, je ne vais pas chercher de midi à 14 heures, j'utilise des trucs d'Hergé que lui, qui sont éprouvés et qui fonctionnent avec le lecteur. Il y a des trucs qui sont comme immuables là-dedans, pourquoi s'en passer? Jeanne, on a une question de notre bibliothèque, puis il y a quelqu'un ici qui veut poser une question, si on peut lui apporter le micro pour la prochaine. Oui. Alors, une question de Paul à Mont-Saint-Hilaire. Pourquoi est-ce que Paul s'appelle Paul? Ah je cherchais à faire les aventures de Monsieur Tout-le-Monde un peu. C'est un peu ça, Paul. C'est un Montréalais ordinaire. Puis je voulais que ce soit simple. Donc la présentation, même que je partais de la grande couleur, des illustrations à l'ordinateur, tout ça très complexe. Puis j'allais au plus simple dans ce que je raconte. Puis Paul, ça me semblait les aventures de Monsieur Tout-le-Monde. Paul, c'est un nom. Je cherchais un nom très, très, très neutre
ça peut être un enfant, un adulte, un grand-père. Paul, c'est bien, bien, bien neutre. Ça veut dire monsieur tout le monde, pour moi. Assez intemporel aussi. Oui, comme nom. intemporel. Puis si ça avait été une fille, ça aurait été Marie. Tu sais, Marie, Marie, Marie. C'est comme neutre, c'est comme un nom qui est au milieu. C'est pas des noms qui ont avec des fortes tu sais, connotations, comme d'aventure, comme Excalibur, par exemple, ou des noms de même. Tu sais. Fait que c'est monsieur, c'est Paul. Paul, c'est ça. Puis il y a aussi que je savais que j'étais pour raconter des histoires ordinaires. Donc, Paul, c'est un nom ordinaire qui vit une vie ordinaire. Puis la présentation aussi de Paul, dès le départ, je voulais que ce soit raccord. La couverture, c'est niaiseux, mais quand j'étais enfant, je me suis fait souvent avoir par des couvertures racoleuses, gleamy, avec du spot varnish, puis c'était magnifique, là, tout en couleur. Tout ça en dedans, c'est tout mal imprimé, l'histoire est poche. C'est comme, ils m'ont eu, là, les maudits. Je me suis fait avoir par une belle couverture, comme j'ai acheté l'album. Puis quand je me suis mis à faire de la BD, je me suis dit, moi, ça va être le contraire. Ça va annoncer poche. Donc, Paul à la campagne. C'est assez poche, ça? Bon, c'est ça. Puis en plus, ça va être juste en 2 couleurs sur le dessus. Fait que là, tu vas savoir. Puis en dedans, c'est en noir et blanc. Tu sais. Fait que là, j'ai l'impression que je suis honnête avec moi, puis honnête avec le lecteur. Aussi, au niveau des ventes, je me dis, là, comment dire, je les fourre pas. Là. Tu sais, c'est comme, je mets même pas de couleur sur mes trucs. On s'en tient à l'histoire la plus simple. Puis tu peux pas dire, hey, je me suis fait avoir avec la couverture. Non. L'habit fait le Paul, ça c'est clair. L'habit fait le Paul. Donc la couverture annonce ce qu'il y a en dedans, puis ça, je suis content de ça. Puis moi, je suis content. Puis je pourrais avoir des couvertures rigides. Ça pourrait être en couleur. L'éditeur, il n'y a pas de trouble. Je pourrais tout faire ça en couleur, puis avec hardcover. Puis je dis non, pas de couverture rigide. Mais par contre, je vais demander une affaire qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est les cahiers cousus. Ça fait que si on regarde un Paul, les cahiers sont cousus. C'est bien rare aujourd'hui que l'éditeur fait ça parce que tout le monde s'en fout, sauf moi. Parce que quand j'étais petit, j'achetais un Lucky Luke puis les pages, ils se défaisaient comme. Crime pas. En fait, je l'ai lu 2 fois puis les pages, ils se décollent du fond. C'est ce qu'on appelle la reliure allemande. Là. Ça fait que les pages sont coupées puis bédées dans la colle dans le coin. Ça tient pour 2-3 lectures. Puis après ça, quand tu mets à écraser le livre, là, ils se mettent à partir. Fait que moi, qui est un graphiste puis je connais l'imprimerie puis tout ça, j'ai demandé une affaire, c'est que les cahiers soient cousus. Puis là, je suis content. Même les libraires sont contents parce que quand ils vont... Ça, tu vois, c'est un livre qui a été relié par une compagnie, mais c'est super facile pour eux autres parce qu'ils font juste décoller le fond. Les cahiers sont encore cousus. Puis là, ils refont les pages de garde. Puis ça tient dans une reliure caisse comme ça. Pour eux autres, ça, c'est un aubaine. C'est une aubaine. Parce que sans ça, ils sont obligés de recouper le livre, le rebéder encore dans le colle. Fait que tu perds un autre quart de pouce. C'est technique, là, mais... L'ami des libraires, Michel Bagliati. Mais ça, pour moi, c'est important. Une question ici. Merci de penser au lecteur. Tu as raison. Mais je voulais savoir, est-ce que ça arrive des fois que vous ayez des scénarios puis que vous vous dites, non, ça en dessin, ça va être bien trop difficile à réaliser. Là, Un scénario à moi ou... ça se peut-tu pour un BDiste que le scénario... J'imagine avoir une idée puis se dire, on ne pourra pas l'incarner en dessin parce que c'est trop complexe. Ouais, c'est ça, merci. Mais c'est sûr que des fois, j'ai des idées. Je me dis, ça pourrait être drôle s'il y avait 8 chevaux qui courent. Mais je me dis, non, je suis pas bon dans les chevaux, ça va être trop long, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je m'enlève de la job comme ça. C'est sûr que quand j'ai des idées comme grandioses comme ça, des vues en contre-plongée ou des vues en plongée en hélicoptère, des trucs comme ça, avec des soldats puis des poursuites, ça, c'est le genre d'affaires que tu sais que ça va te coûter, qu'est-ce que ça va te coûter de le faire. J'évite même de faire... Il y a une scène qui est dure à faire en bande dessinée, c'est 4 personnes assises à table. C'est super long faire ça. Ça prend une journée. Tu n'arrêtes pas de gosser là-dessus. C'est parce que la table est toujours un peu trop haute, un peu trop basse. Voyons, les coudes ne sont pas à bonne place. Tu n'as pas l'air avancé. La personne, elle a trop reculé. Elle mange une main. Il faut que tu l'avances comme ça. Tu n'arrêtes pas d'ajuster tout le monde. Par la fin, tu dis, voyons, tout le monde est trop haut par rapport à ta... Baisse la table. Voyons, l'assiette pourrait rentrer là. Rentre l'assiette, mais là, je ne vois plus la bouteille. C'est super chiant. Tu peux demander à n'importe quel auteur de BD, ça. On évite la salle à dîner, tu sais.
C'est vraiment, vraiment chiant, la salle à dîner. Là. Puis, il y a 6 personnes assises, là, bonne chance. Tu en as pour 3-4 jours, parce que c'est tout du remodelage. Après ça, tu y vas avec un papier calque, tu bouges la table, tu enlèves ta table, tu enlèves le personnage. Puis, à un moment donné, tu te retrouves avec des papiers calques, parce que tu n'arrêtes pas de recommencer tout ça, puis redessiner tout ça, puis remodeler tout le monde. C'est ça, il y a des choses comme ça qui sont difficiles bien difficiles comme les chevaux, hein, c'est à éviter. Ben, il y a des spécialistes là-dedans, il y a des auteurs comme, tu sais, Giraud, tout ça, était très bon dans les chevaux, tout ça. Puis, ils ont de l'amour aussi à le faire. Ils aiment faire les chevaux. Maurice, dans Lucky Luke, il adore faire ses chevaux, tout ça. Moi, j'haïs les chevaux. Il n'y a jamais de chevaux dans Paul. Paul au ranch, là, c'est pas pour tout de suite. Ça n'arrivera pas. Comme nous tous et toutes, tu fais des compromis avec toi-même pour le meilleur. Ouais, c'est ça. Michel Rabagliati, on peut l'applaudir? Merci.